Dans la rubrique hypocrisie maçonnique, trahison, lâcheté, manque absolu d'honneur et de dignité, transfuge abominable, une mention spéciale doit être réservée au duc d'Orléans, dit Philippe Égalité. Car incontestablement la palme de l'ignominie lui revient de droit. C'est l'historien Montjoie qui, dès 1796, dans son histoire de la conjuration de Louis-Joseph d'Orléans, surnommé Égalité, démontre, preuve à l'appui, les visées usurpatrices du duc, dont le complot ne tendait pas à abolir la royauté, mais à supplanter purement et simplement son propre cousin Louis XVI sur le trône et à instaurer ainsi une monarchie parlementaire à l'anglaise. À cet effet, tout lui est bon, et tous les témoignages des contemporains concordent. En 1789, le palais royal, résidence du duc, est la chaudière en perpétuelle ébullition où s'agitent trublions et séditieux de tout poil. Le rendez-vous de tous les factieux à la cervelle échauffée, point de départ et d'arrivée de toutes les émeutes parisiennes. Le libraire Hardy, le 9 juillet 1789, parle de la fermentation extraordinaire qui sera allumée au palais royal. Le 10, il note l'effervescence redoutable au palais royal. Arthur Young, en voyage à travers la France, s'étonne que le ministère permette de tels nids et de tels foyers de sédition et de révolte. Rivarol, dans son journal politique et national, confirme ces témoignages. L'enquête du Châtelet avait déjà révélé le rôle du duc d'Orléans dans les émeutes d'août 1788, puis de l'émeute Réveillon d'avril 1789, lorsque le passage du carrosse ducal avait permis aux émeutiers de forcer le barrage du Guet et de piller la demeure. Pratiquement, au vu et au su de tout le monde, Philippe Égalité puise dans ses caisses pour payer les révolutionnaires. Le palais royal accueille les bras ouverts les gardes françaises qui désertent leur régiment, les acclame, leur fournit le vivre et le couvert. Marmontel, dans ses mémoires, confirme « Le palais royal était plein de ces factieux mercenaires qu'on employait à attiser le feu de la sédition, et la nuit s'y passait en délations et motions atroces. » Du sceau de renchérir, on faisait alors dans le palais royal de violentes motions. Dès le début du mois de juillet, des listes de proscription circulent au Palais Royal, où, étrangement, figurent déjà des noms de futurs massacrés. Delaunay, l'intendant Berthier de Sauvigny, Foulon, Flessel, et les macabres promenades expiatoires où l'on exhibe au bout d'une pique la tête des victimes aboutissaient toutes, comme par enchantement, au Palais Royal. Certes, les archives des Orléans ne sont guère bavardes à ce sujet, mais il est tout de même bon de savoir qu'elles ont été expurgées au moins à 2 reprises, sous Napoléon Ier et sous Louis-Philippe, fils de Philippe Égalité, soit dit en passant. Louis XVI, en personne, d'ailleurs, dénonce son cousin comme le principal artisan de sa chute. Dans Appel à la Nation, il rappelle qu'à Paris, le 12 juillet 1789, des affiches furent placardées pour déclarer le trône vacant, d'autres affiches incendiaires rappelaient explicitement à la révolte et à la subversion en faveur du duc. « Ô duc d'Orléans, digne fils d'Henri IV, paraissez, mettez-vous à la tête de 200 000 hommes qui vous attendent. » On est même tout surpris de lire sous la plume du malheureux et pacifique souverain ces déchirantes accusations. C'est d'Orléans, voilà mon ennemi. Fort de ses crimes, il jouit aujourd'hui d'une puissance supérieure même à celle que vous m'aviez confiée. Tout est en son pouvoir, or le bien. Et c'est lui, français, que je vous dénonce. Mais aussi, tout cousin qu'il est, qu'attendre de bon d'un grand maître du Grand Orient ? L'envoyé de Venise Antonio Capello écrivait le 6 juillet 1789 à propos des orateurs incendiaires du Palais Royal « Ces trublions qu'on n'ose pas toucher sont certainement payés par cet indignement. » Quant à Montjoie, il certifie que les agents du duc d'Orléans contrôlaient et détournaient les convois de vivres destinés à la capitale, alors que simultanément on procédait en son nom à des distributions gratuites au Palais Royal. Constamment, Philippe Égalité a entretenu dans Paris un climat insurrectionnel par la peur de la disette, de façon à passer ensuite pour l'ami du peuple souffrant, par sa générosité purement calculatrice. La diffusion de fausses nouvelles, favorables à ses ambitions, était aussi sa spécialité, et participait d'un plan d'ensemble. C'est ainsi que la date de l'émeute du 13 juillet 1789 semble avoir été fixée d'avance. L'abbé Baruel, dans ses remarquables mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, établit de manière patente que le duc d'Orléans, grand maître du Grand Orient depuis 1771, avait investi, pendant les 20 années précédant la Révolution, des sommes considérables dans la réorganisation des loges, de concert avec son chancelier Choderlos de Laclos, le sulfureux auteur des Lésions dangereuses. Concernant l'exceptionnelle infamie et l'insigne lâcheté de Philippe Égalité, nous ne résistons pas au bonheur de citer cette page magnifique de l'abbé Baruel.
Louis XVI a péri sur l'échafaud parce qu'il était roi. La fille des Césars a péri, Marie-Antoinette, parce qu'elle était reine. Parce qu'elle ne fut jamais plus de lettres que dans ces jours où elle montrait tant de fidélité et de grandeur d'âme au milieu des conjurés, bourreaux de son époux et les siens. Madame Élisabeth, sœur de Louis XVI, exécutée le 10 mai 1794, a péri parce qu'il n'est point de vertu, d'innocence, de magnanimité qui rachète aux yeux des Jacobins le crime d'être fille de roi et tante de roi. Philippe d'Orléans a beau servir la secte, les Jacobins, de toute sa fortune, de toutes ses bassesses et de tous ses forfaits, il a beau porter la lâcheté et l'infamie jusqu'à voter avec les conjurés la mort de Louis XVI, sous le nom d'égalité, il a beau renier et son sang, et son nom, et son père, dès l'instant où la secte n'a plus besoin de sa scélératesse, il meurt parce qu'il est de la race des rois. Mémoire pour servir d'histoire du jacobinisme, Hambourg, 1799. L'ignominie du vote régicide de Philippe d'Orléans, député à la Convention, est d'autant plus noire qu'elle se double d'un parjure. Ce dernier, en effet, avait promis à tout son entourage, notamment à son fils futur Louis-Philippe, qu'il ne voterait jamais la mort de Louis XVI, donnant même sa parole d'honneur, qui ne se rendait même pas à la Convention. Mais le 15 janvier 1793, veille du vote, il reçoit la visite de Merlin de Douai et de Treillard, le menaçant en ces termes. « Si vous n'allez pas à la Convention, on prétendra que vous n'êtes pas d'accord sur la mise au jugement de Louis XVI. Prenez garde à vous. » Et Philippe d'Orléans vota la mort de son cousin. Ajoutant à la trahison d'un Judas la lâcheté d'un Pilate, et comme si cela ne suffisait pas, il crut bon de joindre à toutes ces brillantes qualités la cupidité d'un Rothschild, puisque dès 1789, tout égalité qu'il se prétendit, dans la crainte des troubles qu'il avait lui-même suscités, il avait exporté à l'étranger ses collections d'art, qui lui venaient du cardinal de Richelieu. C'est ainsi qu'il vendit pour 700 000 livres à un banquier de Bruxelles ses tableaux des écoles françaises et italiennes, et à un anglais ses toiles des écoles flamandes et hollandaises. Tout cela lui servit, comme de coutume, à financer les agitateurs de tout poil. C'est peut-être la dernière fois que je m'adresse à vous. Je déclare que j'ai la conscience tranquille. Et ce qui blesse mon cœur, par-dessus tout, c'est d'avoir été accusé et d'avoir fait répandre le sang du peuple. J'ai tant aimé le peuple français. Et je croyais avoir donné tant de preuves de cet amour que jamais je n'aurais pu imaginer avoir à répondre à de telles accusations. Voilà, messieurs. C'est tout ce que j'ai à dire.